Il est 13 h, bonjour à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité. Les sénateurs réunis en plénière ont validé les 8 398,9 milliards de francs CFA qui font désormais office de budget de l'État de Côte d'Ivoire. Occasion pour eux d'aborder d'autres points, notamment le vote par les sénateurs de l'exercice budgétaire 2021 dont les comptes ont été soldés, l'agenda 2030 du Sénat sur les collectivités territoriales. La Côte d'Ivoire célèbre la journée mondiale de la sécurité des patients. L'objectif est de sensibiliser les principaux acteurs des systèmes nationaux de santé sur l'importance de la gestion des risques et de sécurité en milieu de soins. Le thème adopté au niveau mondial est sécurité des agents de santé, une priorité pour la santé des patients. Au Nigeria, plus de 300 lycéens kidnappés au pensionnat de Konkara ont été libérés dans la soirée d'hier jeudi. Le gouverneur de l'État de Katsina, dont ils sont originaires, assure qu'aucune rançon n'a été versée. Cette libération est un grand soulagement pour leur famille, a salué le président Muhammadu Buhari, cité par l'un de ses porte-paroles. Oui, bonjour à tous. Des bulletins glissés dans une urne pour valider définitivement le budget 2021 de l'État de Côte d'Ivoire. Les faits se sont déroulés à Yamoussoukro, au Sénat, où les sénateurs réunis en plénière devaient valider les 8 398,9 milliards de francs CFA qui font désormais office de budget de l'État de Côte d'Ivoire. Occasion pour eux d'aborder, nous le disions à l'instant, d'autres points, notamment le vote par les sénateurs de l'exercice budgétaire 2021, dont les comptes ont été soldés, l'agenda 2030 du Sénat sur les collectivités territoriales, qui a été également adopté. Notons qu'il se résume en 6 points essentiels pour une meilleure gouvernance. Kader Sogodogo. Les sénateurs sont aux urnes. Après son adoption en commission, le budget 2021 de l'État de Côte d'Ivoire est soumis en plénière. Et seuls les résultats sortis de l'urne situeront sur son adoption définitive. Au terme du vote, les résultats suivants sont à noter. 68 pour, 1 contre et 10 abstentions pour la plupart des sénateurs qui n'ont pu effectuer les déplacements. Nous pensons que ces 149 programmes à travers les 9 missions pourront permettre au président de la République et à son gouvernement de mettre en œuvre son programme de développement social et économique de la Côte d'Ivoire pour une Côte d'Ivoire solidaire. C'est un budget qui dessine des horizons, c'est vrai, mais qui prend en compte les préoccupations des Ivoiriens à travers la politique économique et financière de la Côte d'Ivoire. Le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2021 retourne sur la table du gouvernement en vue d'être promulgué. À cette même séance, l'exercice budgétaire 2019 a été approuvé par les sénateurs qui ont également voté favorablement à l'agenda 2030 du Sénat sur les collectivités territoriales. 6 points essentiels à retenir: la représentativité des collectivités territoriales par le Sénat, le transfert de compétences et de ressources de l'État aux collectivités territoriales, la promotion de la coopération décentralisée et l'action internationale, la participation citoyenne dans la gestion, une appropriation de la lutte contre le changement climatique et enfin l'amélioration du statut des élus locaux. Son souvenir reste vif dans la mémoire de ça et cet amour sans limite. Son parti le lui rend comme une sorte d'hommage après la victoire obtenue au terme de l'élection présidentielle du 31 octobre. Amadou Koulibaly, c'est de lui dont il s'agit, honoré par sa famille politique. Elle continue de se souvenir de lui. Depuis ce jeudi, une délégation conduite par le directeur exécutif du parti, Adama Bictogo, séjourne à Korogo pour déjeuner hommage au défunt Premier ministre Mahama Traoré, notre envoyé sur place. Après la victoire, l'hommage de l'équipe au capitaine disparu avant la bataille. Ce jeudi, les ministres, élus et cadres du RHDP sont arrivés à Korogo pour 3 journées mémorielles en hommage à Amadou Koulibaly, son candidat initialement désigné pour l'élection présidentielle, mais disparu le 8 juillet dernier. Le parti au pouvoir se dit donc en pèlerinage dans la capitale du Poro afin de concrétiser la victoire dédiée à son défunt porte-flambeau. Ils sont venus nous recueillir et rendre hommage à celui-là même qui, par sa compétence, par son engagement, par sa fidélité, sa loyauté, qui sont des valeurs pérennes, a montré qu'il était un digne fils du président Alassane Ouattara, mais un digne fils de la Côte d'Ivoire. C'est donc des moments difficiles, c'est des moments douloureux que nous sommes venus partager avec la famille, avec les populations congolaises. Mais en même temps, c'est des moments de projection. Parce que nous avons su surmonter l'épreuve, mais devant, il y a encore des défis. Dès son arrivée à Korogo, la délégation est allée faire savoir l'objet de sa venue à la grande famille Gon Koulibaly,
Une famille qui s'est dû toucher par cette démarche. Vous êtes dans le prolongement de la démarche du chef de l'État qui, à plusieurs reprises, a dit que ce nouveau mandat qu'il briguait était le mandat d'Amadou et il lui a dédié sa victoire. Nous ne pouvions donc accepter ce souhait de venir ici sur ces terres, lui rendre hommage, de venir ici sur ces terres, lui présenter cette victoire, et ça ne pouvait se faire qu'au lendemain de la prestation de serment du chef de l'État. Au programme de ces journées mémorielles en hommage à Amadou Gon Coulibaly, prières et recueillement sur la tombe du défunt. Et puis une question dans votre journal, mesdames et messieurs. Comment aider le marché de la finance islamique à pénétrer le dispositif de financement des activités économiques en Côte d'Ivoire? Car la réalité est que celui-ci peine à y parvenir. Les textes réglementaires de la BCEAO n'ont pas été suffisamment vulgarisés. Ceci serait l'une des raisons de ces difficultés. Pour aider à changer la donne, une formation se déroule à Abidjan afin de promouvoir cet outil alternatif de financement auprès des populations et banques classiques. Lanciné Bakayoko. Au niveau mondial, le secteur de la finance islamique est très largement dominé par les activités bancaires qui représentent plus de 75% de ses actifs. Malgré ce potentiel, cet outil de financement a du mal à pénétrer le marché ivoirien. La finance islamique est une industrie naissante qui n'est pas véritablement connue dans notre environnement, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans l'espace UEMOA. Pour aujourd'hui amener les gens, les uns et les autres à comprendre et à connaître l'industrie de la finance islamique, il faille qu'il y ait beaucoup de communication, beaucoup de sensibilisation à l'endroit aussi bien du contribuable ivoirien que de la population en général. Cette session de formation vise donc à faire une meilleure promotion de la finance islamique afin de susciter la décision de plusieurs autres institutions financières à mettre à la disposition de leur clientèle cet outil de financement. Quoique la BCEAO ait créé toutes les conditions réglementaires, l'information suffisante n'a pas été diffusée à l'intention de ceux-là même qui doivent mettre en œuvre la finance islamique. C'est une finance éthique et qui fait beaucoup d'investissements, beaucoup de création de valeur et donc d'emplois. La finance islamique propose entre autres les produits de collecte d'épargne, des services de paiement et de gestion de liquidités ou même des produits de financement non participatifs. Il s'agit, à travers l'initiative de cette rencontre, de développer une expertise locale dans ce domaine. Je reste donc convaincu que tout le secteur financier ivoirien y trouvera un grand intérêt. À ce jour, on dénombre 5 institutions financières ivoiriennes qui pratiquent la finance islamique, dont 2 banques et 3 systèmes financiers décentralisés. Et puis le nouvel ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, son Excellence Jean-Christophe Belliard, a été reçu en audience par le ministre de l'économie et des Finances, Adama Coulibaly, à son cabinet 6 à l'immeuble Siam au Plateau. À plusieurs sujets relatifs à la coopération entre les deux pays ont été abordés, plus précisément le marché des eurobonds où la Côte d'Ivoire, rappelons-le, a levé avec brio plus de 656 milliards de francs CFA. Cheikh Koné. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la situation économique et financière de la Côte d'Ivoire. Son Excellence Belliard Jean-Christophe a félicité le ministre pour le succès exceptionnel du pays pour le rebond, qui a récolté environ 656 milliards de francs CFA. Ce résultat, a-t-il ajouté, traduit la confiance des marchés financiers internationaux à l'égard de la Côte d'Ivoire. Le diplomate français s'est par la suite réjoui des fortes relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et son pays dans les domaines économiques et politiques. D'autres points ont également été passés en revue lors de ces échanges, notamment le CDD, l'initiative du Club de Paris et le G20. Notons que c'est le vendredi 6 novembre dernier que son Excellence Belliard Jean-Christophe a présenté ses lettres de créance au chef de l'État, Alassane Ouattara, au palais de la présidence, au Plateau.
Et puis, mesdames et messieurs, il revient au ministère de la Communication et des Médias que les conclusions d'une étude d'audience des chaînes de la télévision numérique terrestre TNT en Côte d'Ivoire sont diffusées auprès des annonceurs. Le ministre de la Communication et des Médias rappelle à tous les acteurs de l'environnement audiovisuel que selon les termes du décret 96-630 du 09 août 1996 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la publicité, le CSP, la vérification de l'audience des supports relève des compétences du dit organe qui n'a pas été associé à cette initiative. Par conséquent, les conclusions de cette étude ne peuvent engager que leurs auteurs. Un communiqué du ministère de la Communication et des Médias. L'actualité, c'est également ces 120 nouvelles recrues qui viennent d'intégrer le groupement des sapeurs-pompiers militaires, le GSPM. La remise de casques d'intervention recrues et la décoration de 48 agents pour leur engagement a rythmé cette cérémonie. Les temps forts de cette cérémonie, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Il faut aider les États africains à formuler des programmes agricoles efficaces en matière de nutrition afin de prévenir, détecter et traiter la malnutrition. Dans cette logique, la représentation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, de l'agriculture en Côte d'Ivoire et l'ONG Action contre la faim ont mené des réflexions à Abidjan sur l'intégration de la nutrition dans les politiques sectorielles de l'agriculture. Ce après une série de consultations nationales dans 7 pays d'Afrique subsaharienne. Jean-Marc Djadji. Une dizaine d'experts de la sécurité alimentaire de la FAO réfléchissent pour une prise en compte efficace de la nutrition dans les systèmes alimentaires des États africains. Objectif pour ces participants, éliminer la faim, la sécurité alimentaire et la malnutrition à travers des projets bien évalués. Le gouvernement a fait des efforts énormes, il faut le dire, parce qu'en 2006, on était à près de 34%, on est passé à 29%, à 21%. Le seuil acceptable par l'OMS, c'est 20%. Mais dans la vision 2030 du gouvernement de la Côte d'Ivoire, dans son programme d'action majeur, la nutrition a été retenue et nous voulons être plus ambitieux. Pour faire face à l'enjeu d'intégrer la nutrition, la FAO et l'ONG Action contre la faim ont initié en avril 2020 des consultations régionales dans 7 pays d'Afrique francophone subsaharienne, dont la Côte d'Ivoire. Elles ont été organisées dans 4 secteurs agricoles, la production végétale, l'élevage, la foresterie et la pêche. Il y a beaucoup de choses à faire, je pense, autour des systèmes agricoles, essayer de promouvoir une agriculture peut-être plus diversifiée, moins basée sur la rente, mais plus diversifiée, qui permet d'avoir des revenus tout au long de l'année, et puis aussi de nourrir sa famille, ses enfants avec des aliments qui sont plus diversifiés. Il y a un défi énorme au niveau de la nutrition. C'est un volet où les chiffres actuellement sont alarmants. Il n'y a pas eu beaucoup de progrès, en particulier en Afrique subsaharienne, sur les aspects nutritionnels. C'est un scénario qui est assez catastrophique pour le moment. Et ce que l'on voudrait faire, c'est essayer de voir comment on peut intégrer nutrition dans les systèmes de production actuels. Comment est-ce que l'on peut intégrer les aspects nutritionnels, que ce soit dans les cantines scolaires jusqu'au niveau du changement des habitudes alimentaires. Sur les 257 millions de personnes qui souffrent de la faim en Afrique, 237 millions vivent en Afrique subsaharienne et 20 millions en Afrique du Nord, selon la FAO. Et la Côte d'Ivoire célèbre la journée mondiale de la sécurité des patients. L'objectif de cette journée est de sensibiliser les principaux acteurs des systèmes nationaux de santé sur l'importance de la gestion des risques et de sécurité en milieu de soins. Le thème adopté au niveau mondial est sécurité des agents de santé, une priorité pour la santé des patients. Astou Touré nous en parle. La Côte d'Ivoire célèbre chaque année la journée mondiale de la sécurité des patients. Cette journée a pour but d'attirer l'attention sur le fait que des millions de personnes décèdent chaque année d'effets indésirables dus à des soins à risque. En Côte d'Ivoire, en tenant compte du contexte sanitaire lié à la COVID-19, le thème retenu pour la Journée mondiale de la sécurité des patients 2020 est « Pandémie de la COVID-19 ». E-santé et gestion des risques du couple mère-enfant et des personnes du troisième âge en Côte d'Ivoire, quelle sécurité pour les agents de santé. Cette célébration, prévue du 15 décembre au 30 mars 2021, vise à promouvoir la sécurité des agents de santé et la gestion des risques dans les établissements de santé à travers les bonnes pratiques de lutte contre les infections associées aux soins, le bon usage des produits de santé et la digitalisation des pratiques de soins dans le contexte de la gestion de la crise sanitaire de la COVID-19.
À l'occasion de la 2e journée mondiale de la sécurité des patients, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite tous les personnels d'hôpitaux, des dispensaires et des partenaires à entériner et à mettre en œuvre la charte sur la sécurité des agents de santé lancée par l'OMS. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique reste engagé à réunir les conditions nécessaires à la sûreté et à la sécurité des soins de santé aux populations. Et puisque l'on parle de priorité et que l'on demeure dans le secteur de la santé, la priorité pour tous doit être de respecter les mesures d'hygiène pour se préserver de toute forme de maladie, y compris la Covid-19 qui, elle, implique le respect des mesures barrières édictées contre la maladie. Et justement, sur l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire, l'on note à ce jour 31 nouveaux cas de Covid-19 sur 1896 échantillons prélevés, soit 1,6% de cas positifs, 37 personnes donc guéries et 0 décès à la date du 17 décembre. La Côte d'Ivoire compte donc 21 772 cas confirmés, dont 21 401 personnes guéries, 133 décès et 238 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 239 265. Toujours dans le cas de la lutte contre la maladie, la Covid-19, bien sûr, aux États-Unis, un deuxième vaccin contre cette maladie a été recommandé jeudi dernier par l'Agence américaine des médicaments, la FDA, celui du groupe Moderna. Pour l'Agence fédérale, le médicament, le vaccin Moderna contre le nouveau coronavirus peut être utilisé au plus vite. La décision doit être définitivement validée ce vendredi 18 décembre dans la journée. Dès ce week-end, 6 millions de doses pourraient être distribuées sur le territoire américain, 6 millions qui s'ajoutent aux 3 millions de doses du vaccin de Pfizer. Et puis, ce qu'il faut également savoir, c'est que le pays fait face à une seconde vague meurtrière de la maladie. Parlons à présent de cet acte de volontariat exprimé par un établissement spécialisé dans la microfinance en collaboration avec la Jeune Chambre internationale d'Abidjan-Lagune. Les deux structures ont co-organisé une opération de don de sang pour venir en soutien au Centre national de transfusion sanguine qui fait actuellement face à une pénurie de poches de sang. Objectif visé, recueillir entre 500 et 1000 poches de sang. Eugène Atoubé. Ils sont venus donner de leur sang touchés par l'exhortation via le digital, menée conjointement par Access Crédit, structure de microfinance, et la Jeune Chambre internationale Abidjan-Lagune. Un acte citoyen des organisateurs de cette opération de haute portée sanitaire en réponse à l'appel du Centre national de transfusion sanguine, CNTS. Je suis fière de donner mon sang, car je sais que mon sang peut sauver des vies. C'est la 3e année consécutive que cet établissement de microfinance organise une opération de don de sang. Je donne mon sang, je suis un héros, est le slogan de cette année. Les donneurs de cette opération, hommes et femmes, attendus, sont d'abord les salariés de l'établissement financier, son portefeuille client, les guessis. Pour autant, les élèves, les étudiants et toutes les autres composantes du corps social sont invités à donner de leur sang comme contribution à la réduction de la pénurie de sang en Côte d'Ivoire. Nous sommes engagés à pouvoir donner de notre sang. Nous invitons donc tous les jeunes leaders, tous les jeunes engagés pour la communauté à faire comme nous, pour donner un peu de leur sang pour sauver des vies. C'est le lieu de féliciter et de remercier tous ceux qui ont participé à cette activité pour permettre au CNTS de pouvoir disposer de sang et de pouvoir mettre à disposition ce sang-là à toutes les personnes qui en ont le plus besoin. Parmi les participants à cette opération qui dure 48 heures, de nombreux nouveaux donneurs, comme cette jeune dame, pleine d'émotions. Elle rejoint le cercle des héros. D'autres héros et héroïnes y sont attendus pour engager ensemble aux côtés du CNTS le combat contre la pénurie du sang en Côte d'Ivoire. Pour protéger les victimes des accidents de la route, l'État de Côte d'Ivoire a mis sur pied le fonds de garantie automobile FGA. Fonctionnel depuis seulement 1 an et 4 mois, son directeur général a signé une convention avec le ministère de la Santé pour l'ouverture d'un bureau de liaison au sein du CHU d'Angré. L'ouverture de ce bureau de liaison s'est faite en présence de quelques officiels. Patricia Omouetia. Une signature de convention qui vient témoigner de la qualité de la coopération entre le ministère de la Santé et le Fonds de garantie automobile. Cet acte marque également l'inauguration du bureau de liaison du Fonds de garantie automobile au sein du CHU d'Angré. Si un usager de la voie publique est auteur d'accident de la voie publique
et qu'il n'a pas d'assurance. Donc il est en infraction vis-à-vis de la loi. Naturellement, la victime engendrée par l'accident n'a aucune couverture. Si cette victime-là nous saisit, par le biais d'un constat d'accident, le mécanisme de la prise en charge se met en place et la victime est prise en charge intégralement. Le directeur général du CHU d'Angré se réjouit de l'ouverture de ce bureau car, selon lui, ces bureaux de liaison du Fonds de garantie automobile ouverts dans les CHU reçoivent et accompagnent les parents des victimes d'accidents dans leur prise en charge. Les urgences sont toujours pleines à craquer. Et les sapeurs-pompiers, nous avons l'impression aujourd'hui qu'ils n'amènent qu'à Angré que les blessés. Ce malade doit être mis en observation, il va être hospitalisé, ensuite faire son bilan préopératoire, ensuite être programmé pour justement subir les interventions chirurgicales. Là où il y a le principe de la gratuité ciblée, nous l'appliquons, mais sinon, le reste est à la charge du malade. Dès le démarrage de leurs activités dans les différents CHU, le Fonds de garantie automobile a enregistré, au titre de l'année 2019, 300 accidentés de la route qui ont bénéficié de prise en charge. Le Fonds de garantie automobile a été mis en place en 2009 et a commencé à fonctionner en 2010. L'extension de ces activités de prise en charge des accidentés de la route va se poursuivre à l'intérieur du pays. Dans le cadre de la lutte contre la violence et le harcèlement en milieu professionnel, la Fédération internationale des ouvriers du transport renforce les capacités de plusieurs femmes leaders d'Afrique francophones. C'était au cours d'un atelier qui a porté sur la ratification de la Convention 190 de l'Organisation ivoirienne du travail. Grace Kando. 14 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre affiliés à la Fédération internationale des ouvriers du transport ITF sont réunis à Abidjan. Il planche sur la ratification de la Convention 190 de l'Organisation ivoirienne du travail pour un monde du travail sans violence ni harcèlement. Beaucoup de femmes au niveau des transports sont victimes de harcèlement. Beaucoup de femmes dans les transports aussi n'ont pas accès aux toilettes. Beaucoup de femmes dans le milieu du transport ont eu des problèmes psychologiques à cause de la violence au travail. Donc c'est à ce titre que nous avons souhaité organiser cet atelier pour renforcer leurs capacités afin que d'ici l'année prochaine, beaucoup de femmes puissent approcher les syndicats de base, les centrales pour commencer à faire le travail de plaidoyer, de sensibilisation sur la Convention 190 de l'OIT. Il faut toujours qu'on nous donne des connaissances afin que nous puissions mieux travailler, mieux protéger nos collègues agressés. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les entreprises pour amener les femmes à parler. L'ITF estime qu'une femme sur 3 dans le monde a subi des violences physiques ou sexuelles, ce qui constitue une des violations des droits de la personne les plus répandues. Nous avions adopté, maintenant il faut ratifier. À partir de janvier, nous allons déposer ce dossier sur la table des gouvernants pour qu'on puisse ratifier. Parce que les femmes travailleuses souffrent, c'est elles qui sont les plus touchées. Nous disons le harcèlement, la violence, nous devions vraiment abolir ça. Créée en 1896 au Royaume-Uni, la Fédération internationale des ouvriers du transport regroupe 154 syndicats affiliés à travers le monde. Et puis, mesdames et messieurs, les résidus agricoles, forestiers, les déchets organiques peuvent être utilisés pour produire de l'énergie. Et cette énergie, on l'appelle la bioénergie. Comment accentuer son développement? La question figure au cœur d'un atelier qui offre également l'occasion de faire l'état des lieux sur la situation de la bioénergie en Côte d'Ivoire en termes de projets réalisés ou en cours. On en sait plus avec Jean-Louis Bongo. Experts nationaux et internationaux, bailleurs de fonds et membres d'institutions internationales, tous se sont réunis pour un seul but, doter la Côte d'Ivoire d'une stratégie nationale de développement des bioénergies. La bioénergie, c'est tout ce qui est issu donc des résidus agricoles, des déchets, de la forêt, et toute cette matière première-là permet donc de produire de l'énergie sous diverses formes. Faire un état des lieux de ce vaste secteur, c'est l'une des missions de ces experts dont les travaux doivent déboucher également sur le plan d'action de développement des bioénergies. Qu'ensemble, on puisse identifier quel est le véritable potentiel de chez nous, selon les différentes sources. Une fois qu'on a le potentiel, comment est-ce qu'on planifie donc des unités de production d'énergie, l'énergie à grand E,
quels sont les besoins donc, du pays en fonction donc, des couches sociales. Et puis en fonction donc de la répartition géographique de la Côte d'Ivoire. Ce plan d'action dont veut se doter la Côte d'Ivoire rentre dans le cadre d'une vision de la CEDEAO qui est de créer un environnement propice à la pénétration des différents marchés de la bioénergie en supprimant les obstacles liés au cadre politique, juridique et réglementaire. Et puis on le sait, la Côte d'Ivoire se fixe de grands objectifs. L'un d'entre eux, devenir le leader de la politique de transformation de l'anacarde en Afrique de l'Ouest. Un objectif qui ne saurait être atteint sans une action concertée des équipementiers et transformateurs de l'anacarde. C'est ainsi que ces acteurs du secteur comprennent la vision pour y arriver. Ils se sont donné 48 heures d'échanges et de discussions pour visiter tous les champs de la transformation afin de créer une synergie d'action assise sur des connaissances endogènes. Cheikh Collé. La filière anacarde, la performance au niveau de la production est désormais un acquis. La Côte d'Ivoire est premier producteur mondial de cajou avec plus de 800 000 tonnes. Voici maintenant le challenge de la transformation, passer de 10% à 50% à moyen terme. Relever ce défi de façon durable a fait naître une conviction. Que nous ne pouvons pas durablement transformer nos matières agricoles en nous basant uniquement que sur des technologies exogènes. Ce n'est pas évident. Une conviction assise sur un constat. Les installations actuelles des unités industrielles du secteur de l'anacarde. Tous les équipements sont prêts à acheter à l'extérieur, en particulier au Vietnam. Si tant est que nous n'avons pas la plus petite capacité de pouvoir fabriquer une pièce ici, et que nous devons dépendre uniquement donc, de ces partenaires concurrents, vous comprenez que l'avenir ne peut pas être garanti. Pour garantir cet avenir, ces équipementiers locaux, ces fournisseurs de pièces de rechange et d'emballage, chacun selon sa taille, sont venus toucher du doigt les réalités de la transformation du secteur de l'anacarde. Avec un objectif, identifier les principaux défis à relever en vue de créer les conditions optimales d'émergence, les capacités locales de production et s'approprier ce secteur. Un secteur d'activité qui était pour eux une chasse gardée des Asiatiques, Vietnamiens, Indiens. Mais on leur a démontré que c'était tout à fait à leur portée et que nous, on comptait sur eux aussi pour jouer leur partition dans le développement de la transformation en Côte d'Ivoire. 48 heures durant, ces équipementiers locaux et transformateurs ont visité l'usine-école du CITA, centre d'innovation et de technologie de l'anacarde. Ils s'y sont parlé. Ils ont échangé dans les travaux en commission et lors des plénières. De l'avis des initiateurs, ce fut une réussite au regard des acquis. Déjà, la mise en place d'une plateforme des équipementiers sanctionnée par un comité de pilotage immédiatement mis en place avec un président. On peut retenir la nécessité donc, du renforcement même de leur capacité en termes donc, de connaissance de la filière, dans son process et donc dans les besoins en équipement. Les équipementiers et transformateurs ont salué la pertinence de la rencontre et souhaité le suivi des acquis. Bien souvent, au thème de ce type d'atelier, il y a des solutions, mais il faut réellement un suivi. Il faut un accompagnement donc, des structures étatiques, qui sont en charge donc, de la promotion de cette culture-là. Les capacités de transformation actuelles de la Côte d'Ivoire sont de l'ordre de 300 000 tonnes, avec une trentaine d'usines. Et puis nous le disions à l'instant, à l'ouverture de cette édition, que le souvenir de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly reste vif dans la mémoire de son parti, le RHDP. Ce vendredi, le RHDP a donc poursuivi ses journées hommage à Amadou Gon Coulibaly dans la matinée. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le directeur exécutif du parti, Adama Bictogo, et plusieurs cadres du parti sont allés poser symboliquement une gerbe de fleurs sur la tombe du défunt Premier ministre. Le directeur exécutif du parti s'est à la suite recueilli, comme plusieurs autres cadres du parti, devant le portrait du défunt. Touché par cette démarche, la famille Gon Coulibaly a traduit sa reconnaissance aux membres du RHDP avant de les inviter à l'union sacrée autour du président de la République, Alassane Ouattara. À suivre dans nos prochaines éditions ce soir, certainement le reportage de Mahama Traoré, notre envoyé spécial à Korogo. Et puis également cette bonne nouvelle sur le plan international au Nigeria. Des lycéens capturés le week-end dernier dans leur pensionnat de Kankara au nord-ouest du Nigeria ont été libérés dans la soirée d'hier.
judiciaire. Cet enlèvement de masse a été revendiqué 2 fois par Aboubacar Cheko, chef d'une faction de Boko Haram, d'abord mardi puis jeudi, à travers une vidéo dans laquelle apparaissaient plusieurs dizaines d'enfants surveillés par des hommes armés. Une partie d'entre eux est désormais libre alors que le gouverneur de l'État de Katsina, dont ils sont originaires, assure qu'aucune rançon n'a été versée, ce qui reste bien sûr à confirmer. Cette libération est un grand soulagement pour leur famille, a salué le président Muhammadu Buhari, cité par l'un de ses porte-paroles. C'est sur cette actualité, mesdames et messieurs, que s'achève cette édition de 13h. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.